Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous d'être présents. Enfin, c'est un sujet qui devrait attirer les foules, on va dire. Mais c'est vrai que c'est la deuxième réunion. Il y en a eu une à Étaples. Désolé pour le changement de lieu. Dernière minute, ça a été un petit peu... On avait des soucis de salle. Et donc, par contre, on tenait à faire deux réunions pour donner le maximum de possibilités donc, aux habitants de venir un petit peu s'informer sur le futur PLUI. Donc la démarche, c'est ce qu'on avait expliqué lors de la réunion du mois d'octobre qui avait été organisée par l'agglomération, c'est donc qui avait posé le cadre général et les méthodes de travail à l'échelle des 32 communes sur le PLUI. Donc, vous aviez pu poser un certain nombre de questions à cette occasion. Maintenant, les deux réunions donc, qui sont organisées par la commune sont plus centrées sur notre territoire. Je tiens à préciser que les documents donc, dont vous avez pu prendre connaissance, les cartes qui sont à votre disposition, que vous avez pu voir là tout à l'heure, que vous allez pouvoir revoir encore, mais elles sont à votre disposition sur le site internet de l'agglomération, mais elles seront aussi accessibles en mairie. On est sur une version donc, du PLUI, une version arrêtée, c'est-à-dire qui a été votée en conseil d'agglomération l'arrêt de l'écriture du PLUI. Ça ne veut pas dire que c'est la version définitive, c'est une version de travail encore à ce stade qui comprend encore un certain nombre d'erreurs. Il y a des rectifications à faire, les services s'y emploient et on travaille avec l'agglomération bien sûr pour intégrer toutes ces remarques. On est dans une phase aussi donc, de consultation des parties publiques associées, c'est-à-dire l'État, mais aussi les chambres consulaires comme la Chambre d'agriculture, les communes elles-mêmes, qui ont 3 mois depuis l'adoption de cette version arrêtée pour apporter leurs remarques. Toutes ces remarques seront bien sûr prises en compte par les services à l'agglomération et seront intégrés dans la version définitive. Le but de cette réunion, donc on est bien sur un partage d'informations à l'échelle de la commune et non pas à l'échelle des parcelles, c'est-à-dire que les questions d'ordre individuel n'ont pas place ici. Je vous invite, si vous avez des interrogations concernant vos parcelles dont vous êtes propriétaire, à prendre rendez-vous donc avec le service urbanisme pour avoir un focus sur les parcelles. Ici, on va partager à l'échelle de la commune. En préambule, voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, le reste va vous être présenté. Donc, on fait une présentation à 3 voix, donc avec Hélène Lutz, adjointe en charge de l'urbanisme, de l'environnement, pardon, de l'urbanisme et des mobilités, et Perrine Dinoir, qui est agent en charge de l'urbanisme à Binic-Étaples-sur-Mer. Voilà, donc voilà, vous avez affiché évidemment le territoire de la commune. Ça, vous connaissez bien, c'est à titre d'exemple, enfin à titre d'illustration simplement. On va passer sur le contexte. Et la diapositive suivante présente un petit peu ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Il faut savoir qu'on est sur cette période d'écriture de 2 documents fondamentaux pour les aménagements de l'espace, mais aussi pour l'environnement et le respect de la loi climat et résilience. Il y a d'une part l'écriture du SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui est en cours, mais qui est piloté par l'ancien périmètre du pays de Saint-Brieuc, qui s'appelle aujourd'hui le syndicat mixte de la baie de Saint-Brieuc. C'est une écriture qui a été... le précédent document datait de 2015 et donc la nouvelle écriture a été lancée en 2018.
Le SCOT donc, se décline à l'échelle du territoire, des territoires réunis de Lamballe Terre et Mer et de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, donc à l'échelle de 70 communes. Les SCOT sont des documents qui doivent traduire les orientations des lois par rapport à l'environnement, notamment à la préservation de nos ressources. C'est un document qui s'inscrit donc dans les documents supraterritoriaux et qui doivent fixer donc vraiment les règles du développement durable. Donc ça concerne l'habitat, mais ça concerne aussi la préservation des espaces naturels, ça concerne le logement, ça concerne les transports, les mobilités. Donc c'est un document qui est beaucoup plus large que le PLUI, mais le PLUI devra être compatible avec le SCOT, donc avec ce document. Ensuite, on a les documents, le PLH, donc c'est le plan local de l'habitat, le PCAET, le plan climat, air, énergie du territoire, et le PDU, donc le plan de déplacement urbain. Tous ces documents supérieurs donc, doivent être traduits ensuite dans les prescriptions du PLUI donc de Saint-Brieuc-Armor Agglomération qui est en cours d'écriture. Et c'est le PLUI qui devra être opposable pour tout ce qui est instruction des documents, des autorisations d'urbanisme. Donc là, il devra y avoir non plus simplement une compatibilité, mais une conformité pour les documents d'urbanisme. Voilà, donc le SCOT s'appuie sur la carte telle qu'elle est présentée et qui représente donc les deux communautés de communes avec deux zones urbaines qui sont identifiées. C'est les villes-centres, donc Saint-Brieuc pour Saint-Brieuc-Armor Agglomération et Lamballe-Armor pour Lamballe Terre et Mer. Et vous voyez figurer ici en jaune des pôles d'appui, c'est-à-dire des centralités qui sont identifiées comme des lieux regroupant, des villes regroupant un certain nombre de services, tant des services à la population que des commerces, mais aussi des zones d'activité économique. Donc ça définit un cadre qui maille l'ensemble du territoire et sur ces zones urbaines, on va dire, ou sur ces centralités, on aura un développement urbain plus important ou un encouragement à densifier sur ces zones de manière à ce que les habitants puissent bénéficier de tous les services sans avoir besoin de se déplacer. Puisque l'enjeu, il est là aussi, c'est maîtriser nos déplacements vis-à-vis du changement climatique, notre empreinte carbone. Il faut donc qu'on puisse raisonner l'occupation de l'espace au regard donc d'une économie de l'espace, puisqu'on a consommé énormément ces dernières décennies, on a consommé énormément d'espaces agricoles et on se doit de préserver ces espaces agricoles pour pouvoir nourrir en fait la population future. Voilà, sur cette carte, je pense que c'est l'essentiel. La carte suivante, donc le SCOT du pays de Saint-Brieuc a défini 6 axes principaux qui figurent ici sous forme de périmètres colorés. Le fil conducteur, donc c'est la sobriété foncière et la résilience. Donc la sobriété foncière, ça se traduit dans la loi climat et résilience par ce qu'on appelle le ZAN, dont vous avez forcément entendu parler, le zéro artificialisation nette, qui est un objectif qui est fixé pour 2050. D'ici là, donc, il va y avoir une période intermédiaire et l'objectif retenu, c'est que sur la période de 2021-2031, on consomme 2 fois moins d'espace agricole, naturel et forestier que sur la période précédente. Donc, ça sera une première étape pour aboutir en 2050 au zéro artificialisation nette.
Le deuxième axe, c'est une cohérence territoriale, donc une structuration du territoire autour d'une armature urbaine clairement identifiée. C'est ce qui a été figuré sur la diapositive précédente avec la présentation de la carte du territoire et ses différents pôles, ses centralités, les pôles urbains et les pôles d'appui. Ensuite, il y a 4 axes pour la maîtrise des espaces à enjeu, c'est-à-dire un axe sur la reconquête ou le confortement des centres-villes et des centres-bourgs. C'est la ville du quart d'heure. On va dire qu'il faut que les habitants puissent avoir à proximité immédiate le maximum de services. La structuration et le développement des pôles d'emploi, évidemment, pour que les gens puissent rester à proximité de leur domicile. Il faut aussi que l'emploi et les zones d'activité elles soient bien réparties sur l'ensemble du territoire. C'est aussi la préservation du patrimoine commun tel que l'eau, la biodiversité et la baie de Saint-Brieuc, donc sa réserve naturelle. Et bien sûr, la conciliation des usages dans l'espace rural, c'est-à-dire il ne s'agit pas non plus de rendre impossible l'exploitation de terres. Donc il faut pouvoir aussi que les gens, les exploitants puissent développer leur activité et poursuivre en s'adaptant. Sur le SCOT, voilà, j'ai terminé. Bon, il y aura des questions peut-être après. Donc, il faut bien voir que ce sont 2 documents, le SCOT et le PLUI, qui suivent un calendrier à peu près superposé. Le SCOT est légèrement en avance. Le SCOT, il est prévu qu'il soit approuvé en décembre prochain. Et le PLUI, lui, ça sera au premier semestre 2025. Donc, c'est une chance d'avoir ces 2 documents qui cheminent parallèlement, puisque dans l'écriture du PLUI, donc on inscrit déjà un certain nombre de prescriptions qui sont dans le SCOT. Voilà, et je vais laisser la parole à Hélène ou à Perrine pour introduire le PLUI. Donc pour le PLUI, donc tout d'abord, on voulait rappeler que l'objectif principal d'un plan local d'urbanisme, c'est de définir les règles d'aménagement et d'utilisation du sol. Et donc un PLUI, ça vise ce même objectif, sauf que c'est élaboré à l'échelle intercommunale. Donc c'est élaboré par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Et donc le PLUI, il remplacera les PLU actuels de Binic et d'Étapes-sur-Mer. Donc, l'élaboration du PLUI par Saint-Brieuc Armor Agglomération a été prescrite en 2018 pour les 32 communes. Mais elle s'est faite en collaboration avec les communes membres. Il y a eu plusieurs réunions de programmées. Et malgré une élaboration à l'échelle intercommunale, les communes restent décisionnaires et la commune de Binic-Étapes-sur-Mer a pu décliner ses ambitions et ses projets à travers notamment le travail sur les orientations d'aménagement et de programmation qu'on vous présentera ensuite, et également via les règlements, le règlement écrit et les règlements graphiques qui sont déclinés à l'échelle du territoire. Donc le PLUI, il s'est inscrit dans un cadre réglementaire spécifique et notamment a dû être prise en compte la loi littorale, puisque Binic-Étapes-sur-Mer est une commune littorale. Donc la loi littorale, elle date de 1986 et il y a des différentes particularités qui s'appliquent sur les territoires en fonction d'où se situent les différents secteurs. Donc, il y a notamment des agglomérations, un village qui est la ville Jacob, des zones d'activité économique et des secteurs déjà urbanisés. Donc, la loi littorale, elle influence les dispositions et les orientations à prendre en compte. Et elle définit donc des zones où les constructions sont autorisées, restreintes ou interdites. Donc, une autre réglementation qui s'est imposée donc, dans l'élaboration du PLUI, c'est le ZAN, le zéro artificialisation nette. Donc, c'est un objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050, avec pour première étape de diviser par 2 la consommation
des espaces agricoles, naturels et forestiers d'ici 2031. Donc c'est ce qu'expliquait Monsieur le maire. Donc le ZAN, il a pour objectif la préservation du patrimoine, une réduction de l'artificialisation des sols, un renforcement de la performance énergétique des constructions, une promotion des énergies renouvelables. Bon, c'est une liste non exhaustive. Et ça a pour conséquence donc, de favoriser la densification, de limiter l'expansion urbaine et de préserver les espaces naturels. Et donc, ce sont des choses qu'on va retrouver dans le PLUI. Bonsoir. Donc, avant 2020, SB2A, donc le PCI qui élabore le PLUI avec les 32 communes, a procédé à un plan paysage. Ce plan paysage est un outil pour prendre en compte les dimensions paysagères pour la planification territoriale, de manière à valoriser, préserver et gérer les paysages en intégrant leurs composantes naturelles. Ça permet d'inclure la protection notamment des paysages remarquables. Chez nous, c'est le bord de côte, c'est toutes nos falaises. La préservation des corridors écologiques. Et il y a eu 2 grandes coupures d'urbanisation qui ont été dessinées dans ce plan paysage pour Binic-Étapes-sur-Mer. La première, c'est la vallée de l'Ic, et la seconde, c'est la vallée du Ponto. Et une troisième était possible et elle a donc été dessinée, ce qui part on va dire, des fontaines Jiquel et qui va jusqu'au Vaux-Chaperon, donc jusqu'à la mer. Et enfin, la gestion des continuités visuelles pour justement préserver des lignes de paysage. Par ailleurs, dans tout ce travail qui a été fait, a montré l'importance des îlots de fraîcheur, puisque nos villes en fait vont se densifier. Les terrains deviendront de plus en plus petits. Et il est très important que nous dessinions des endroits qui resteront non constructibles de manière à ce qu'on conserve des zones de verdure. En fait, l'État est parti de l'idée que tout le monde habitait dans des grandes villes avec sans doute des fleuves, des grandes avenues, etc. Et que les îlots, les arbres pourraient se faire en espace public. Mais dans des communes comme la nôtre, en ville, les rues sont souvent étroites, souvent bordées de murs traditionnels, et les arbres sont de l'autre côté du mur. Donc il a fallu qu'on privilégie des endroits pour garder des îlots de fraîcheur. Alors quand il y avait des espaces boisés à conserver, on s'est réappuyé dessus, même s'ils n'ont pas toujours été pris en compte, donc on redemande leur prise en compte. Mais sinon, on a aussi protégé sur le plan paysager des beaux jardins pour garder ces îlots de fraîcheur. Donc la commune a participé à l'élaboration du règlement écrit. Nous, quand nous sommes arrivés, il y avait déjà un gros travail qui avait été fait par la municipalité précédente, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc nous avons eu à confirmer les zones A, donc dites agricoles, les zones N, L chez nous puisqu'on est littoral, donc naturel littoral, le NR qui est le NL actuel, ayant été dessiné plus ou moins par l'État, et donc on n'a pas eu véritablement notre mot à dire, on les a pris tels qu'elles étaient. Ce sont en général nos bords de falaise. Donc, comme l'a dit Paul, on n'a jamais travaillé à la parcelle, on a dézoomé, on est monté en haut du territoire et tel une montgolfière, on a regardé le territoire. Voilà. On a aussi créé un groupe de travail de tous les élus, majorité et minorité, parce que pour un dossier aussi important que le PLUI, ça nous paraissait logique que tous les élus travaillent ensemble. Et c'est ce qui s'est fait. Il y a eu aussi des données nouvelles qui sont apparues, notamment ce qu'on appelle les stécales, c'est-à-dire des poches en zone agricole ou naturelle, où la constructibilité est très limitée, mais où il y a déjà une implantation économique et où il faudrait pouvoir permettre la continuité de cette implantation économique. Ensuite, on s'est fait aider beaucoup du CAUE, et bien sûr d'SB2A. Donc on a notamment les élus, nous avons pu aller faire des ateliers de travail
avec le CAUE et SB2A pour comprendre un peu une nouvelle manière de créer cette densification. Jusqu'à présent, comme on prenait sur les terres agricoles, vous êtes sans doute sans savoir qu'un département tous les 10 ans en France disparaît à cause de l'extension de l'urbanisation. Donc à prendre sur les terres agricoles, ça simplifie le système puisqu'on a un champ. Le promoteur divise le champ un peu comme il veut, il crée une route, il implante des jardins et sur les jardins, on pose une maison. Aujourd'hui, ce système va donc être modifié, d'abord pour pouvoir densifier plus, pour peut-être pouvoir recréer des rues et non pas des maisons au milieu de chaque jardin, parce que la diminution de la taille du jardin fait que bientôt, on pourra presque plus tourner autour du jardin. Donc, il faut réinventer une manière de construire, peut-être faire plus de maisons accolées en bande ou de type longère chez nous. Enfin bon, ils nous ont proposé, ils nous ont fait visiter beaucoup de choses pour nous montrer comment peut-être réfléchir autrement. Et puis, il y a dans les zones où déjà la densification a commencé, ça va être imaginé comment peut-être un jour implanter des maisons entre chaque maison. Et non pas peut-être diviser des jardins pour encore faire un second rang derrière, mais peut-être densifier le long de la rue autrement. Voilà. Tout ça, ça ne se fera pas en quelques jours, mais il y a une nouvelle direction qui se prend par rapport à l'urbanisation. Et donc, comme je vous l'ai dit, avec une préservation des espaces verts en ville pour garder ces îlots de fraîcheur et de la biodiversité, et aussi pour toucher à ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. On a des endroits dans Binic-Étapes-sur-Mer. Alors, on a eu la chance, il faut que je retourne en arrière, on a eu la chance d'être accompagnés par les APCE, c'est-à-dire les architectes paysagers conseillers d'État pour les Côtes d'Armor 22. Parce qu'on a fait appel à eux très rapidement. Ils venaient d'être élus, donc ils étaient assez libres et ils sont venus sur notre commune et ils nous ont aidés. Et ils ont visité quelques quartiers et devant certains quartiers, ils ont dit « mais attention là, on ne construit pas à l'intérieur de l'îlot. Là, vous avez plein de vieilles maisons qui font comme un grand ovale. Le cœur, finalement, il est vert parce que toutes les parcelles se rejoignent en fond de jardin. Il ne faudrait surtout pas que l'intérieur de ces parcelles soit constructible parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'acceptabilité sociale. Puisqu'à ce moment-là, tout le monde se voit en même temps et à 360 degrés, les maisons sont vues. Alors qu'aujourd'hui, il y a des jardins qui permettent, oui, les maisons sont accolées les unes les autres. Il y a même des quartiers où on atteint 69 logements à l'hectare, à Binic-Étapes-sur-Mer, c'est énorme. Ce sont nos très vieux quartiers historiques. Mais ils ont été conçus par nos anciens de telle manière que ça ne se sent pas quand on est dans la maison. Alors que ça se sent plus finalement dans les lotissements modernes actuels où la taille des terrains s'est beaucoup rétrécie. Voilà. Après, on a fait un travail par rapport à, toujours accompagné, alors là, par le CAUE, par l'UDAP, donc les instances des architectes des monuments de France, par l'ADEPA, qui est une grosse agence de Brest qui a aidé SB2A pour le côté architectural. C'est M. Le Corvoisier qui s'est notamment promené dans la commune pour repérer tout le petit patrimoine qu'il voulait absolument conserver. Donc, il nous a demandé de les étoiler. Alors, à Étable, ça n'a pas été très difficile parce que les élus des municipalités précédentes avaient déjà fait un travail d'étoile sur les maisons dites Le Gris, etc., donc les maisons de type commune littorale, balnéaire. Mais à Binic, ça n'avait pas été fait. Donc, soutenu par ce qu'il a dit, on a aussi étoilé beaucoup de bâtiments dans Binic qui étaient en fait déjà reconnus par le département. Donc, on s'est appuyé sur le travail du département et on a mis dans le futur PLUI toutes ces maisons qui avaient été repérées par le département comme maisons étoilées pour qu'elles puissent être conservées. Elles sont agrandissables si on en a besoin, même si certaines sont déjà très grandes, mais elles ne pourront pas être détruites. Voilà. Et puis, on a aussi voulu préserver la culture architecturale bretonne en intégrant le système de toit à deux pans dans la zone urbaine. Alors,
le choix des endroits là qui vous est présenté, c'est pas nous qui l'avons fait et nous allons sans doute l'agrandir pour plusieurs raisons que je pourrais vous expliquer. Mais l'idée, c'est que dans la commune, il y aura essentiellement 2 grands secteurs architecturaux, le secteur 3 et la classification secteur 4, et qui seront donc des secteurs qui, pour les parties hautes, élevées, on ne parle pas des parties en rez-de-jardin, mais pour les parties hautes élevées, seront à 2 pans symétriques avec des toits terrasses autorisés à 30 mètres carrés maximum. Voilà, ça c'est parce que justement tous ces professionnels qui nous entourent et qui nous ont entre guillemets formés nous ont montré l'importance de conserver l'architecture bretonne. Lorsque j'ai dit ça à Étable au Corrigan, plusieurs personnes sont venues nous voir après en nous disant « mais vous savez, jusque dans les années 80-85, le toit à 2 pans était obligatoire. Donc pour nous, vieux Tagarin ou vieux Biniquet, ça ne nous choque pas du tout, en fait. Autrefois, les toits à 2 pans étaient obligatoires. Le CAUE aussi nous a expliqué qu'eux, architectes, avaient été fans des toits plats, bien sûr, dessinés par des architectes, avant peut-être qu'ils soient tous dessinés par des constructeurs. Mais surtout, ils se sont rendus compte qu'avec les pluies qui étaient très modifiées aujourd'hui, puisqu'on va vers des pluies quelquefois qui sont torrentielles, en fait, le toit à 2 pans est plus indiqué que le toit plat. Et je précise là-dessus que, par exemple, chez nous, dans notre mairie principale, nous avons que des toits plats et nous avons des gros problèmes d'infiltration suite aux très grosses pluies que nous avons. Donc ça confirmerait ce que nous racontent les architectes du CAUE et de l'ADEPA. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose que nous voulons mettre en avant, c'est ce qu'on appelle la GIEP. Excusez-moi de tous ces mots tordus, mais ça veut dire gestion interne à la parcelle des eaux pluviales. C'est-à-dire qu'en fait, là encore, avec le changement climatique, il y a des effondrements de falaises. Et vous savez qu'on a eu sur la commune plus de 22 effondrements de falaises en 2021 suite à une grosse tempête. Et en fait, ce sont souvent sur nos falaises l'arrivée des eaux pluviales qui génère l'effondrement de la falaise. Parce que on a cru bien faire d'un point de vue hygiène, on a créé un réseau d'eau pluviale. Toutes ces eaux pluviales, ça a paru logique à tout le monde que ça aille vers la mer. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a dirigé les conduites et les buses d'eau pluviale en forant les falaises vers les plages. Le problème, c'est que quand c'était un crachin breton, la taille de la buse était suffisante pour accueillir l'eau pluviale et l'emmener jusqu'en bas des falaises. Mais le jour où les eaux pluviales se sont démultipliées, les buses ne sont plus suffisantes et l'eau, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait ce qu'elle sait faire, comme chez nous quand on a une fuite. Elle a pris tous les trous, c'est-à-dire tout le pourtour des buses, elle l'a utilisé pour évacuer le trop-plein d'eau. Et conclusion, ça a foré les falaises et les falaises sont tombées, 22 endroits sont tombés en 2021 et ça continue. Et à chaque fois, vous pourrez le constater, il y a une buse qui descend le long de la falaise et qui maintenant pendouille le long de la plage, parce qu'en fait, on a fragilisé nos falaises à faire ça. Du coup, SB2A, qui a ce problème-là sur toute la côte, a pris la décision, comme beaucoup de communes de France, nous ne sommes pas les premiers, à créer ce qu'on appelle la gestion interne des eaux pluviales à la parcelle, c'est-à-dire que toute construction neuve devra gérer son eau de pluie sur sa propre parcelle. Alors, beaucoup de constructeurs proposent de faire des puisards. Les formations qu'on a reçues pour la GIEP, notamment par la région, une région qui a 25 ans de GIEP derrière elle, ont montré que pas du tout. On n'était pas obligé d'utiliser de l'énergie grise, parce que faire un puisard, c'est encore dépenser de l'énergie grise, puisqu'en général, il y a des cailloux, il y a du béton, etc. Ce qu'on appelle un jardin de pluie, où une noue suffit. Nos terrains sont tellement perméables qu'en 2-3 jours, votre eau de pluie va descendre dans la nappe phréatique à travers le jardin. Donc, c'est quoi un jardin de pluie ? C'est simplement descendre de 10 à 15 cm à un endroit le jardin pour que l'eau pluviale arrive vers cet espace,
et puisse s'écouler dans la nappe. Si vous avez mis des plantes qui aiment l'eau, eh ben, ma foi, elles vont être très heureuses et elles vont absorber encore plus vite l'eau de pluie. Si vous avez mis un arbre, aussi. D'ailleurs, il y avait une photo qui était très parlante d'une ville de France où, à gauche, ils avaient laissé les arbres plus ou moins sur talus, comme on a fait pendant des siècles. Et puis, à droite, la rue avait été refaite et là, les arbres avaient été implantés dans une noue. Les arbres, au bout de 10 ans, étaient 2 fois plus gros, ceux dans la noue, parce qu'ils avaient récupéré l'eau de pluie, même l'été, lorsqu'il y avait des petites pluies, par rapport aux arbres qui étaient à gauche, qui, eux, n'avaient pas eu la chance de conserver cette... Voilà. Donc, c'est important. Donc, ça montre aussi pour nous l'importance de garder des espaces verts dans les constructions. Et vous le verrez tout à l'heure quand on vous présentera les OAP, donc les opérations d'aménagement programmées. Il y a prévu dedans des jardins de pluie, bien sûr des espaces verts pour faire îlot de fraîcheur, mais aussi stockage, évapotransportation et ruissellement quand il y en a besoin. Alors là, ça c'est une capture d'écran de ce qu'on vous a présenté en tout petit là-bas, pour vous montrer en grand comment se présente, donc c'est peut-être plus lisible pour certains. Donc là, vous avez le port de Binic, vous avez toutes les maisons donc, qui ont été étoilées, les maisons anciennes qui ont été étoilées. Vous avez, avec des gros points verts, les zones EBC. Vous avez aussi quelques jardins paysagers qui ont été protégés. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Vous avez des emplacements réservés, vous avez une nature en ville, c'est-à-dire un jardin public. C'est à peu près tout. Et puis si vous avez la couleur du NR, le NR c'est donc naturel remarquable, contrairement au NL qui est vert pâle. Voilà. Là, c'est la même chose sur Étable, avec une spécificité à Étable. Nous avons 2 agricultures en ville à Étable. Nous avons la chance d'avoir une ferme en cœur d'Étable, que nous avons conservé en ferme pour la protéger, de manière à peut-être un jour pouvoir y faire du maraîchage. En tout cas, la résilience, le fait qu'un jour, nous les humains, il faudra peut-être qu'on se nourrisse, est très très importante. Donc, et il y en a une tout à fait au nord d'Étable, à la limite avec Saint-Quay, derrière le Carrefour Market. Il y a un très beau champ que nous avons aussi mis en agriculture en ville. Pareil, le site de la mairie le jardin de la mairie qui est en NJ, et qui en plus est classé et préservé. Nous voyons aussi quelques OAP, donc opérations d'aménagement programmées en cœur de ville d'Étable. Les maisons étoilées, mais qui, comme je vous l'ai dit, ont été souvent étoilées à Étable auparavant. Et puis, par exemple, nous avons en zone jaune la zone agricole littorale, qui était déjà une zone agricole. De l'autre côté de la RD 786, vous avez la zone NR, et derrière la zone AL, vous avez maintenant une zone NL qui était une 2AU. Les anciens élus l'avaient pensée comme étant constructible. Or, en fait, c'est une zone boisée et il y a une partie humide. Donc, le groupe d'élus actuel a préféré la remettre en NL. Il y a eu en plus une chose qui nous a motivés, c'est que lorsqu'on a travaillé avec le CAUE, il a développé la notion de villosité, en disant, en fait, plus on densifie, plus il est important qu'on soit proche d'un accès à la nature, qu'on soit proche d'un accès où partir se balader. Et la sensation que la nature, comme ça, serpente, comme une villosité stomacale, serpente dans la ville, donne de l'aération à la ville. Et donc, on a pensé que c'était une bonne application à cet endroit-là. Je vais profiter aussi de cette... et je vais peut-être revenir après à celle d'avant, mais d'abord, en fait, en tant que commune littorale, nous avons aussi quelque chose qui nous est imposé, c'est ce qu'on appelle les espaces proches du rivage. À Étable, les municipalités précédentes avaient décidé que c'était la RD 786 qui faisait la limite entre les espaces proches du rivage et le reste de la commune. À Binic, par contre, c'est
les 3/4 de Binic qui sont en espace proche du rivage. Or, tout à l'heure, vous avez vu que dans le SCOT, il était marqué qu'on était à 27 en moyenne 27 logements à l'hectare. Mais en espace proche du rivage, on peut descendre à 16, puisqu'il faut que les maisons qui avaient de la vue puissent garder leur vue, etc. Donc, il y a une diminution potentielle de l'urbanisation et donc une surdensification un peu plus loin. Mais on a un peu de marge de manœuvre, puisque comme vous le savez, nos très anciens quartiers sont à 69 logements à l'hectare, donc ils nous permettent de respirer un petit peu. Voilà. Donc ici, à Binic, la limite de l'espace proche du rivage est vraiment en cœur de ville. Elle n'est pas limitée dans les premiers rangs comme à Étable. Et elle remonte et elle fait une énorme boucle en haut de Binic. Donc en fait, les 3/4 de Binic sont en espace proche du rivage. Voilà. Ce qui est une donnée supplémentaire de la loi littorale. Après, on va vous parler de quelque chose de récent. Non, ça, je crois que voilà. On va vous parler de quelque chose de récent. L'UDAP, donc le système culturel étatique avec les architectes des Monuments de France, avait jusqu'à présent 2 monuments historiques sur la commune, la Villa du Caruel et le calvaire de la rue du Louet. Depuis le 13 octobre 2023, la maison Vassereau-Cuef à Binic a été classée monument historique. Donc là, il y avait un périmètre comme autour de la Villa du Caruel de 500 mètres tout autour. Et les ABF ont décidé, avec l'aide d'SB2A, de créer ce qu'on appelle un PDA, c'est-à-dire un périmètre de protection adapté, qui permettent de limiter ce périmètre pour ne pas faire 500 mètres tout autour et aller chercher au contraire ce qui est visible de Vassereau. Donc, l'avantage pour le système culturel, donc l'UDAP, c'est que ça va être dans l'enquête publique du PLUI, parce que ça va devenir un volet du PLUI, et donc dans l'enquête du PLUI, les habitants pourront donner leur avis sur ce PDA, mais ce n'est pas eux qui vont faire une énième enquête publique en plus, parce que vous savez, c'est des choses très lourdes à gérer, et donc en le glissant dans le PLUI, on se simplifie un peu la vie. Voilà. Donc, c'est le nouveau celui-là ou c'est l'ancien ? Ah, c'est la rue du Louet. Ah oui, alors on a pris la rue du Louet pour vous montrer. La rue du Louet, en fait, véritable, ça avait été dessiné en PDA, mais Cinquet l'avait refusé à l'époque. Donc, vers Cinquet, c'est encore un demi-cercle. Et celui-ci ne bougera pas parce qu'il n'est pas prioritaire. Et donc, au jour d'aujourd'hui, ce qui va être présenté au prochain conseil municipal, ça va être le PDA. Alors, un PDA qui va englober une grosse partie de Cinquet, car il y aura de la Villa Kermor à la Villa du Caruel, au cinéma Arletty. Il va y avoir un énorme PDA qui va être dessiné et qui va protéger donc les vues de ces 3 monuments historiques. Et pour la Villa Vassereau, il y a un PDA qui a été dessiné aussi par les ABF et par un bureau d'études qui s'est déplacé sur place pour que toutes les vues principales ou celles qui permettaient de voir Vassereau ou celles que Vassereau pouvait voir soient protégées, puisque maintenant c'est un monument historique. Pause ? Ok, alors c'est la pause. Merci Perrine, merci Hélène. Avant de vous passer la parole pour pouvoir répondre aux questions, il y a quelque chose que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est que donc, le PLUI est dans la phase là, de consultation pour les communes et puis les parties publiques associées, donc jusque fin mai. Ensuite, il y aura un travail encore avec les services et l'enquête d'utilité publique à laquelle vous serez appelés donc à contribuer aura lieu au mois de septembre. Donc voilà, cette réunion, celle organisée par l'agglomération et ces réunions organisées pour la commune, c'est aussi pour pouvoir vous donner des éléments de compréhension
pour que vous puissiez contribuer de la manière la plus active et efficace au moment où vous aurez le stylo en main et que vous pourrez venir consigner vos remarques. Voilà, donc maintenant la parole est à vous. Je vais passer le micro. Je vous demanderai juste de lever la main et de vous présenter quand vous prendrez la parole. Première question. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir mesdames, et merci d'avoir organisé cette réunion, ce qui n'est pas de mise en fait sur toutes les communes. Je me fais porte-parole ce soir en fait de plusieurs personnes qui n'ont pas pu être présentes, et les questions donc que nous avons rédigées sont dans le cadre donc d'un intérêt qui peut susciter la population locale et non pas d'ordre privé. Il n'y a pas eu là de modèle d'OAP de montrer. D'accord, d'accord. Donc, en fait, on se posait une question par rapport aux OAP, comparativement donc au dernier PLU. Y a-t-il eu des modifications de zonage ou des adaptations apportées au règlement de chaque zone ? Donc, tout à l'heure, je vais vous présenter les OAP, je vous expliquerai l'historique de ce travail qui a été fait. Donc, tous les élus donc, confondus dans notre groupe de travail. Et on vous expliquera qu'est-ce que la commune a fait comme choix politique et du coup, qu'est-ce qui en découle. Et on vous présentera 2 exemples. D'accord. Une autre question donc, qui découle de la première, c'est justement lors du dernier PLU, les documents de zonage étaient consultables avant l'enquête publique. Alors là, aujourd'hui, tout est sur le site de SB2A. Vous pouvez aller les consulter aussi en allant sur votre ordinateur. Mais pas les OAP. Si, les OAP aussi, je crois. On avait cherché, on n'a pas trouvé les OAP. Dans les annexes. Actuellement, sur le site, on peut trouver les OAP. Oui, on y a été ensemble. D'accord. Bon, il y a des erreurs. Hein. Dans les OAP, il y a des erreurs. Nous jouons au jeu des 7 erreurs actuellement. Donc, il y aura des corrections qui seront faites. D'accord. Vous avez parlé de la maison Vassereau. C'était une de nos questions. Puisqu'effectivement, c'est comment le bâti du front de mer et c'est important de garder en fait cette valeur patrimoniale et architecturale. Bah, en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a les élus ont aussi un point supplémentaire, c'est que en fait, il n'y a rien d'inscrit dans un PLU pour interdire la destruction d'un bâtiment. Et quand nous sommes arrivés, il y a eu un bâtiment qui a été détruit parce que on nous a expliqué qu'on n'avait aucun motif. Le bâtiment n'était pas étoilé, c'était sur Binic, il n'y avait rien, on ne pouvait pas. Et on a essayé, mais en fait, les juges nous ont donné tort. Donc, du coup, on s'est dit, il faut absolument, parce que dans le SCOT, il est marqué que le renouvellement urbain se fera par destruction-reconstruction. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on ne peut pas... pour bien vivre ensemble, il faut aussi vivre dans un bel endroit. Nous vivons dans un lieu remarquable et il faut continuer à le garder. On ne peut pas tout détruire pour faire des immeubles à la place. Donc c'est pour ça. Et Vassereau, en plus, la famille Vassereau-QF en avait fait un musée. Et donc ça nous a paru aller dans le sens de la volonté de la famille que d'être protégé. Merci. Je peux ? Voilà. Je vous remercie. Donc, c'était en rapport justement avec l'attention particulière que vous portez au patrimoine et à l'histoire de nos communes de Binic et Étables. Nous avons pris un exemple que nous connaissons plus, bien sûr, mais qui est transposable à d'autres quartiers, aussi bien sur Binic que sur Étables, qui concerne donc la ville Garnier.
Ce quartier est classé en UA. Il est autorisé actuellement au PLU une hauteur de 12 mètres de façade et de 16 mètres au faîtage, soit 4 étages, le 5e étant possiblement sous le toit. Les anciennes maisons les plus hautes, qui sont à l'inventaire du département, dont vous parliez à l'instant, seraient dépassées de quasiment 2 étages. Est-ce maintenu dans les quartiers anciens? Alors, nous avons 16 mètres, c'est beaucoup trop. Alors nous, on a pris une échelle idiote peut-être, mais on a pris l'église. Et à 16 mètres, en fait, on arrive au-dessus du corps de l'église, on arrive au niveau du clocher. Et on s'est dit, mais si on laisse construire tout à 16 mètres, c'est monstrueux. Donc je crois que le niveau le plus haut sur la commune sera 12 mètres. Et en espace proche du rivage, je crois qu'il y a des cercles concentriques qui font que plus on s'approche du rivage et plus on descend en taille, en hauteur. Et ça, donc, ce sera dans les modalités de construction des OAP? Oui, non, pas dans les OAP. Les OAP, alors là, les OAP, le travail a été très différent. Écoute, je suis obligée de démarrer. Hein. Bon, alors je vous réponds après. On y revient. Opération d'aménagement programmée. Donc, je répondrai tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Donc pour la réponse qui est effectivement très importante, puisque le caractère en fait historique des quartiers serait complètement anéanti par des constructions de cet ordre. Surtout qu'on a un exemple. On a un exemple rue Wilson. Oui, tout à fait. Toujours dans l'intérêt patrimonial de la ville, donc par exemple la maison d'armateur. Ben ça y est, ça on en a parlé, hein, sur le front bâti du port. Donc c'était justement une des questions par rapport aux 16 mètres. Si là aussi, en contrebas sur les parcelles, pouvait se construire près des maisons qui ont été justement étoilées, on arrivait donc toujours aussi à ce même problème. Nous nous interrogions aussi sur une question sur laquelle plusieurs urbanistes en fait se sont penchés et qui ont compris qu'au niveau national, les préfets ont le pouvoir d'imposer la construction sous certaines conditions pour faciliter la densification en zone urbanisée. Alors oui, dans la loi climat et résilience, il y a cette phrase absolument incroyable qui est qu'un jour, l'État pourra exproprier quelqu'un qui refuse de diviser son jardin de manière à pouvoir construire à cet endroit-là. Pour l'instant, ce qui est traduit dans le SCOT de la loi climat et résilience, c'est que tout terrain de plus de 2000 m² devra faire l'objet d'une OAP, d'une opération d'aménagement programmé. Voilà. On a essayé de faire monter ce nombre de mètres carrés à 3000, mais on n'a pas réussi. Donc c'est à partir de 2000 m² qu'un jour, sauf si bien sûr, on parle bien de terrain constructible. S'il y a un EBC, donc un espace boisé à conserver, s'il y a des arbres remarquables, s'il y a des éléments paysagers qui font qu'on protège le jardin, il n'y aura pas d'opération d'aménagement programmé dessus. Mais le pire, c'est la pelouse. Enfin, vous verrez quand tout à l'heure je vous expliquerai comment on a dû faire certains choix. Le pire, c'est quand le terrain, c'est de la pelouse. Parce que là, il n'y a pas grand-chose pour dire bah non, on ne fait pas un lotissement là-dessus. Oui. C'est intéressant que vous ayez dit que la réunion est enregistrée parce que ça me permet de prendre moins de notes pour les personnes. Une autre question est par rapport à la densification donc dans le SCOT. Est-ce qu'elle est la même pour des communes, par exemple, comme Trégueux, le nombre de logements à l'hectare? Est-ce qu'elle est la même pour Trégueux et pour Tréveneuc, par exemple? Alors non. Les grandes villes telles que Lamballe et Saint-Brieuc ont une densification beaucoup plus élevée. Ils dépassent 40 logements à l'hectare. Nous, on est un
pôle relais, du coup, on est monté à 27 logements, alors qu'on est aujourd'hui à 22 logements. On a fait pareil une demande pour être à 25, mais comme on a en fait des espaces proches du rivage qui sont plutôt plus ou moins à 16, en fait, on va devoir se débrouiller entre 16 et 27. Mais vous allez voir quand on va vous présenter les OAP que nous ne sommes pas des bâtisseurs ni des constructeurs. Et bien sûr, une ville comme Tréveneux, qui est plus petite, doit certainement descendre encore en termes de nombre de logements à l'hectare. Ça, je ne le connais pas par cœur. Très bien. Je ne me souviens plus de votre réponse concernant la possibilité donc, de voir les OAP avant l'enquête publique. Alors, nous, comme on a fait dessiner nos OAP par une architecte, elles sont présentées en annexe du PLUI. D'accord. Eh bien, moi, j'ai terminé, donc je vous repasse le micro. Merci. Merci à vous pour tout ce travail préalable dont tout le monde peut profiter. C'est très bien. Je passe la parole. Merci. Donc, bonjour, donc Jacques Barrault. J'habite Chemin de Ponto, à Étable. Alors, c'est juste une petite remarque. Le calvaire, le nom calvaire de la rue Louet. En fait, historiquement, c'est calvaire de la rue Loie, L-O-Y-E. Et il y a plusieurs sites en Bretagne où on parle de la rue Loie. Et sachant que la rue Loie, c'était un genre de petit village qui avait été fait pour les usages de la ferme qui était dernièrement Gauthier de Kermoil, qui était auparavant à la noblesse de l'époque, où il y avait d'un côté les maisons des paysans qui travaillaient pour le compte de la noblesse locale, et puis les jardins qui étaient de l'autre côté, où on retrouve un peu l'esprit des Bastides, d'ailleurs, de cette façon-là. Et donc, calvaire de la rue Loie, le mot loué est en fait une prononciation en patois de rue Loie. Mais c'est rue Loie, L-O-Y-E, historiquement. Alors, tant qu'à classifier notre calvaire, qui est bien joli maintenant, autant lui garder son nom d'origine, la signification historique sera d'autant plus facile. Alors là, je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire. Je sais par exemple que pour Kermor, on a rencontré l'autre jour un historien qui l'a écrit K-E-R-M-O-R, ce qui a fait bondir certains vieux habitants qui ont dit mais non, c'était Ker, plus loin Mour, M-O-O-R. Mais à partir du moment où l'historien a décidé que c'était Kermor, je ne vois pas trop comment on va changer. De toute façon, c'est sur 5 quais. Mais par contre, pour nous, on va peut-être l'écrire, mais est-ce que le nom changera? Il faudrait que les ABF soient déjà d'accord. Après, vous savez, quand on est élu, et je vous pousse tous un jour à être élu parce que c'est très formateur et très intéressant, on découvre qu'on est entre le marteau et l'enclume tout de même. C'est-à-dire qu'il y a derrière nous une masse d'administration importante. Donc on ne fait pas tout ce qu'on veut. Merci pour ces petites leçons d'histoire locale, en tout cas. Question suivante. Oui, Annick Defresne, qui habite Pinique. C'est au niveau de la temporalité entre le SCOT et le PLUI. Quand vous dites qu'il sera définitivement accepté, le SCOT, en décembre 2024, et qu'on a une enquête publique en septembre 2024, s'il y a des modifications que doit en tenir compte le PLUI, là, je suis un peu perdue du coup. Merci pour la question. En fait, c'est vrai que le SCOT est légèrement en avance par rapport au PLUI et sera adopté avant le PLUI. Comme ce sont deux documents qui sont en écriture en parallèle, ils se sont nourris en fait l'un de l'autre. Il y a eu beaucoup d'échanges. Les élus et les techniciens qui travaillent sur le SCOT travaillent aussi pour le PLUI pour un certain nombre. Donc, les remarques qui sont faites et instruites dans le SCOT actuellement sont déjà prises en compte pour la plupart dans le PLUI. Et donc le SCOT sera, lui, normalement approuvé d'ici la fin de l'année 2024, donc avant le PLUI, qui, lui, il est prévu une adoption au premier semestre 2025. Je ne sais pas si je suis clair. Non,
on vous présentera le PLUI, le SCOT ne sera pas encore adopté, c'est ça? Mais il sera arrêté. Oui. Oui, mais il sera arrêté, effectivement. Oui, l'écriture du SCOT a été arrêtée au mois de février, le 16 février. Et donc, c'est un petit peu en avance. Après, bon, c'est vrai que on peut dire que ce qui est inscrit aujourd'hui en prescription dans le SCOT est globalement déjà dans le PLUI. Maintenant, le PLUI, c'est un document qui sera aussi révisable. Là, on est parti sur peut-être 6 ans, entre 6 et 10 ans avant une prochaine révision. Mais... Merci, bonsoir à tous. Donc, en tant que biniquaise, je suis plus curieuse de ce qui va se passer en termes de densification, parce que c'est un mot souvent qui fait un peu peur. C'est vrai qu'il faut loger tout le monde, et ça, c'est important aussi. Donc, comment trouver le juste milieu? Est-ce que vous pourriez... vous avez déjà dit beaucoup de choses, madame, mais j'aimerais savoir si les zones agricoles, parce que nous en avons un petit peu, au niveau du terre-truot, est-ce que ces zones agricoles sont définitivement protégées? Oui. Bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Comme je vous le disais, on est parti, quand on a commencé dans le groupe de travail, on est parti des zones A et NL. Et on a décidé d'appliquer la ZAN, et donc tous les terrains agricoles exploités aujourd'hui sont restés des zones agricoles. Ça ne s'est même pas discuté, on était tous d'accord, tous les élus étaient d'accord. Et pareil en zone NL. Toutes les zones qui étaient naturelles, on les a conservées en naturel. Elles sont juste passées en NL parce que comme on est une commune littorale, tout ce qui est chez nous est obligatoirement littoral. D'accord. Et est-ce que vous envisagez de construire des logements sociaux? Si oui, sur quelle parcelle? Parce que je vous avoue que je n'ai pas consulté du tout le PLUI et que donc je n'arrive pas encore bien à différencier toutes les lettres que vous avez évoquées tout à l'heure, mais quand même, je vois un petit peu le sens. En même temps que Paul, tout à l'heure, vous a expliqué que sous le SCOT, il y a différents documents, dont le PHA, le PLH. Donc, excusez-moi, moi, les acronymes, j'ai beaucoup de mal. Et donc, en même temps qu'on fait le PLUI, on travaille sur la quantité de logements qui doit être fournie pour que des habitants puissent s'installer. Et même si on diminue le côté positif, puisque la démographie est plutôt négative en termes de naissance, mais qu'elle est positive pour les personnes âgées et qu'en fait c'est souvent le démembrement des familles qui entraîne un besoin de logement, ça c'est travaillé avec SB2A. Par rapport donc, et dans ce PLH, on calcule le nombre de logements sociaux qui devra être fait. Et donc ces logements sociaux, ils peuvent aussi bien se faire dans un appartement où le propriétaire décide de faire une location à bas prix accompagnée sociale, et son bail va devenir un logement social, son appartement va devenir un logement social. 80% de la population bretonne a le droit à un logement social. Les salaires sont suffisamment, on va dire, réduits pour que le 80% de la population ait le droit. Donc, le logement social chez nous peut être très bien vécu. Par ailleurs, nous, dans nos opérations d'aménagement programmées, on a un taux de logement social qui aujourd'hui est de 20% et va monter à 25%. Puisque nous avons besoin que des jeunes, justement, viennent s'installer. Et puis, une raison aussi supplémentaire, la population vieillit. Et cette population, elle va donc avoir besoin de personnes qui sont dans l'aide et le soin pour s'occuper des personnes âgées, puisque la politique actuelle, c'est que l'on reste chez soi, à domicile. Or, ce n'est pas juste que les personnes qui viennent s'occuper des personnes âgées sur notre commune n'aient pas le droit obligatoirement de se loger chez nous. Donc, on pense que le logement social peut être très important pour accueillir ces personnes qui vont un jour s'occuper de nous. Voilà. Vous voyez, c'est très prosaïque.
Donc oui, il y aura des logements sociaux, mais je vous dis, ils peuvent être tout à fait répartis dans la commune. Si il y a aujourd'hui des logements sociaux qui appartiennent à des propriétaires privés et qui préfèrent louer à des prix plus faibles pour accueillir, ça fait partie de leur valeur personnelle. Et puis, il y a des logements sociaux que l'on impose dans les OAP, dans les opérations d'aménagement programmées. Bon, je vous remercie. Et ma dernière question, ce sera sur les déplacements. Je ne sais pas si vous allez les évoquer un peu plus Alors, tard. en même temps que tout à l'heure, Paul vous a parlé des différents documents, il vous a nommé le PDU. Et le PDI, c'est le plan de déplacement urbain. Donc, c'est tout ce qui touche au déplacement. Et là, nous sommes au balbutiement avec le PCI de SB2A sur comment dirais-je, remettre au goût du jour, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule ligne. On peut dire le Bresgo et c'est pas tout à fait suffisant, qualitatif ni suffisant. Donc, on espère pouvoir avoir plus de bus qui arrivent jusqu'à chez nous. Mais là, on en est en plein travail avec Paul. Oui, parce que si on veut éviter ou diminuer la voiture, il faut qu'on ait quand même des moyens de déplacement. Alors, je dirais, motorisés peut-être, mais c'est surtout, je voulais évoquer les déplacements piétons. Je trouve que nous n'avons pas suffisamment de cheminement, je dirais, à travers la ville. Alors, et ça, est-ce que vous avez réfléchi à des sentiers Nous sommes arrivés en juin 2020. On sortait de la première foulée de la Covid. Et on s'est dit, il faut absolument que toutes les rues qui donnent sur la campagne puissent trouver un chemin pour pouvoir faire le tour de l'agglomération. Je ne sais pas si tout le monde ici a vécu la Covid ici, mais on n'avait pas le droit aux plages, on n'avait pas le droit au GR34. Finalement, il ne nous restait plus grand-chose. Hein. Donc on s'est dit, on dessine. Et on a peut-être été un peu trop glorieux. On a dessiné une fange de 10 mètres de large tout le long de notre commune et ça nous a été enlevé. Donc c'est une demande que l'on va faire de réimplanter ce cheminement doux sur tout le pourtour de l'agglomération, puisque en fait on va redevenir une ville moyenâgeuse. Du temps du Moyen-Âge, on avait des murs d'enceinte parce qu'on avait peur. Au jour d'aujourd'hui, ce sont des murs administratifs qui vont s'installer. Donc il faut que nous ayons un cheminement doux qui nous permette à tous de sortir de chez nous et de trouver un chemin pour faire une petite boucle, une grande boucle, une moyenne boucle, enfin, ce qui nous est bon pour nous, mais il faut que ça soit proche de chez nous. Et il faut effectivement qu'on n'ait pas à prendre la voiture pour aller faire un tour. Nous sommes d'accord. Très bien. Je pense que dans les OAP que vous allez présenter tout à l'heure, il y aura une illustration justement de ces cheminements. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, dans tous les aménagements, il faut intégrer absolument la notion de mobilité, de déplacement, que ce soit les mobilités de transport en commun, mais aussi les mobilités douces. Oui. D'autres questions ou on passe à la présentation des OAP, puis il y aura un autre temps de questions après. Hein. Ok. Alors, quand nous sommes arrivés, donc on prenait le travail en cours et on a découvert qu'il y avait un référentiel foncier datant de 2020, avant qu'on arrive, qui comportait 169 OAP. Donc OAP, opération d'aménagement programmé. Je ne reviendrai pas, je dirais toujours OAP maintenant si ça ne vous ennuie pas. Et avec tous les élus de ce groupe de travail, on les a disséqués les unes après les autres et on est arrivé à 24. Donc on a éliminé les 3/4 des OAP qui avaient été décidés par visiblement un algorithme informatique, d'après ce qu'on avait compris, qui ne convenait pas. Soit la pente était comme ça, soit c'était entre deux bâtiments patrimoniaux. Enfin, voilà. Et puis, arrivant à un niveau, en fait, c'était celle qu'on ne pouvait pas justifier de les éliminer. On a gardé nos 24 et on a décidé, là, par contre, le conseil municipal a décidé de choisir, de faire un appel d'offres, de choisir une architecte urbaniste avec un écologue qui travaille sur ces 24 OAP. Parce qu'en fait,
il faut que vous imaginiez ce que c'est qu'une OAP façon ancienne. Dans une OAP façon ancienne, moi je suis une habitante, hein, je suis élue, j'arrive au service urbain, je regarde une OAP et je fais... Voilà. Une OAP, jusque-là, c'était une grosse flèche vers un champ, une petite haie dessinée dans un coin, puis basta. Donc le promoteur, il fait ce qu'il veut. Il y a le nombre de logements, mais très souvent le promoteur essaye d'en mettre plus que ce qui est écrit. Voilà. Donc après, c'est toute une discussion et une défense en fait de l'OAP. Donc là, on a décidé de faire du préventif. On a fait travailler une urbaniste et un écologue sur les OAP, de manière à... alors vous allez voir le travail qui a été fait, de manière à pouvoir vraiment d'abord mettre à jour le périmètre qui avait été dessiné par un algorithme, ensuite de manière à étudier le terrain, les maisons avoisinantes, la topologie, l'architecture, etc., pour qu'il y ait une insertion de cette OAP. Et on a été très loin, puisqu'on a accepté un travail en 3D. C'est-à-dire que non seulement la topographie a été travaillée, toutes les toitures et la hauteur des maisons avoisinantes a été travaillée, mais on avait demandé à ce que toutes les maisons soient bioclimatiques potentielles, c'est-à-dire que le soleil puisse arriver sur une façade sud des maisons ou sud-ouest, et qu'il n'y ait pas d'ombre portée, soit par la maison d'à côté, soit par des arbres. Donc avec l'Atlas solaire, avec tout ce travail, ils ont décidé de travailler en 3D pour vraiment voir ce que ça donnerait. Et on va vous présenter 2 OAP, dont une où il a fallu enlever une maison qui avait été dessinée, parce que cette maison faisait trop d'ombre aux maisons qui étaient derrière, et c'était pas possible. On avait beau essayer de la décaler à gauche, à droite, à chaque fois, elle gênait une maison qui était derrière. Bon, on a décidé d'en faire une de moins. Voilà. Donc, on va commencer à la présentation. Alors, ça, c'est le secteur 2, donc on est rue de Bellevue, c'est celle-là ? Ok, on est rue de Bellevue, à Étable-sur-Mer. C'est un terrain qui est en friche, c'était un gros roncier, donc ça paraissait logique qu'on l'accepte. C'était en plus, je crois, une 2AU, donc on a décidé de la garder, celle-là. Et je veux bien la suite. Voilà. Et donc, ça se présentait sous cette forme-ci, avec des ronces et des gros arbres. L'architecte qui a été choisi, donc Cécile Gaudouin et Monsieur Pierrat de chez Derven à Rennes, ont commencé à circuler dans le paysage, à marquer toutes les maisons qui existaient, à montrer les angles de vue, à voir que on voyait l'église d'Étable d'un côté, mais que là, il y avait un bâtiment en R+1 plus comble, qui était le sol du quartier. Ensuite, il y avait des murs en pierre, et on regardait donc les intérêts de la prendre en OAP, avec la proximité du bourg, la vue sur les champs, l'architecture qui était tout autour. Après, on n'a pas celle où il y a toutes les toitures ? D'accord. Alors donc on revient avant, s'il vous plaît. Après, l'écologue a travaillé sur tous les arbres qu'il jugeait de valeur ou d'intérêt et qu'il désirait qu'ils soient conservés. Il a marqué l'ombre portée de tous ces arbres pour dire, dans cette ombre portée, on pourra y mettre une allée, un parking, je ne sais pas encore, mais on n'y mettra pas de maison. Puis après, ils ont repéré tous les bâtiments autour et ils ont marqué celui-là est R+1, celui-là est R rez-de-chaussée, celui-là est R+ comble, etc. Et ils ont décidé de commencer à nous présenter. Alors on avait ce qu'on appelle des copiles, hein, où on acceptait au fur et à mesure leur travail. Et ils ont décidé de dessiner en 3 tranches les futures maisons. Donc la tranche du bas, donc celle qui est plus au sud, c'est le seul endroit où il y aura un bâtiment haut, puisque le bâtiment tout au sud est un R+1 plus comble. Donc, dans la continuité de ce bâtiment, on pourra faire un bâtiment un peu plus haut, alors qu'à côté, vous avez un R+ comble. Après, ils ont pris une deuxième tranche avec une deuxième poche, puisque les arbres, en fait, vont faire des séparations. Alors, vous repérez
à chaque fois que, ça c'est aussi voilà, un nouveau mode constructif, les voitures ne vont plus jusqu'aux maisons. Les voitures se garent à l'entrée, donc on fait une poche stationnement et on va à pied jusqu'à sa maison. Voilà. Sachant que l'allée ne fait jamais plus de 60 mètres de long, parce que si elle faisait 60 mètres de long, il faudrait une aire de retournement pour les pompiers. Donc tout a toujours été calculé pour que l'allée soit courte. Voilà. Un peu plus haut, vous avez donc de nouveau une poche de stationnement et vous voyez la barre jaune, c'est le soleil. C'est la manière de prendre le soleil. Et vous voyez, les maisons sont toujours en dehors de ombres portées. Et c'est tout là-haut qu'une maison était en trop et qu'elle a dû être enlevée. Alors là-haut, tout là-haut, vous avez donc une poche de stationnement qui est en cœur, parce que si on ne la mettait pas en cœur, la ligne aurait fait plus de 60 mètres de long linéaire, il aurait fallu une aire de retournement pour les pompiers. Donc là, ça a été choisi comme étant en cœur, et ils ont imaginé une voie douce potentielle pour rejoindre la rue de Questino à la rue de Bellevue. Voilà. Et ils ont donc dessiné les différentes hauteurs et après en 3D. Alors ça c'est voilà, et en 3D, voilà ce que ça va donner. Ils ont vérifié l'insertion paysagère de l'OAP par rapport aux bâtis environnants pour voir que ça n'écrasait aucun bâtiment existant, que le seul donc bâtiment haut, c'était à côté de la maison haute. Et ils ont vraiment, alors là, c'est là où les architectes, donc les APCE, les architectes et paysagistes du département 22 ont eu leur mot à dire, puisqu'ils étaient là lors de la restitution de ce travail, et ils ont demandé à souligner les petits murets le long de la rue, puisqu'ils ont dit que c'était une des choses qu'ils avaient repérées dans notre commune, qui étaient ces murets qui, à chaque fois, séparaient la voie publique de la rue. Donc, ils ont demandé à ce que, dans ces OAP-là, on reprenne, alors ils seront plus bas, mais malgré tout, il sera repris de cette idée historique de petits murets qui séparent les maisons des rues. Voilà. Et puis après, il y a eu le règlement, on revient à celle d'avant, et après, il y a eu le règlement écrit de l'OAP pour que, quand on rencontrera très prochainement les promoteurs immobiliers, ils sachent quelles sont les demandes faites sur ce lotissement. Voilà. OK. Ça, c'est l'autre... Ah oui, ça c'est la suite. Alors ça c'est la traduction dans le PLUI. Donc dans le PLUI, vous avez le pourtour, le périmètre qui a été dessiné, le texte. On a relevé des erreurs, mais on va le faire corriger. Et après, on a les maisons qui ont été plus ou moins bien dessinées, avec pas toutes les haies, mais bon, sur celle-ci, c'est pas celle sur laquelle il y a le plus d'erreurs, sauf peut-être l'entrée principale qui n'est pas au bon endroit, l'entrée mise en allée qui piétonne, qui est mise comme une entrée principale. Enfin, bon, il y a des petites corrections, mais grosso modo, voilà ce que ça donnera dans le PLUI. Voilà. On n'est que 2 communes à avoir fait ça. Notre commune et Plérin, même si Plérin est resté finalement avec le cabinet Prigent beaucoup plus proche de ce que l'on faisait nous autrefois. C'est-à-dire, on a vu avec Perrine quelquefois un champ avec une grosse flèche. Voilà. Alors ça, c'est une autre OAP, donc c'est le secteur 23, c'est celle de la ville Jacob. Oui, là. Alors celle de la ville Jacob. Alors celle-là, on vous la présente parce qu'elle est très intéressante. Donc l'algorithme avait dessiné une OAP avec donc une urbanisation en cœur d'îlot. Cécile et Jérôme sont allés se promener sur place, ont découvert un lavoir, des arbres remarquables, vraiment un lieu. Ils ont dit non. Non, nous architectes urbanistes, on ne peut pas vous demander de construire là, c'est pas possible. On va vous demander au contraire de le protéger. Mais comme vous devez construire, eh bien on va vous proposer de construire ailleurs. Et donc ils ont dessiné, alors ils ont pris aussi toutes les courbes de terrain parce que ça c'est vraiment très important, et ils ont mis au contraire le cœur de l'îlot avec le lavoir en protection.
Alors, donc, ils ont toujours fait le même travail. Là, ils ont été chercher toutes les hauteurs de toutes les maisons existantes. Ils ont commencé à montrer que certaines maisons pourraient se construire de certaines manières parce qu'il y avait des pentes. Et ils ont dessiné des maisons. Donc, le cœur de l'îlot est préservé. Et au contraire, on densifie le long des rues de manière à pouvoir effectivement densifier la ville Jacob, mais tout en gardant son côté champêtre et tout en gardant, j'ai envie de dire, l'art de vivre de ceux qui habitent à la ville Jacob. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple du fruit d'un travail mené par une architecte urbaniste sur la qualité aussi de ce qu'on peut proposer aux habitants. Et après, en 3D. Donc en 3D, ils ont montré comment il y avait une insertion paysagère qui pouvait se faire sans jamais dévaloriser les maisons existantes. Voilà. Et je crois que dans le cœur d'îlot, il y a un chemin piéton. Parce qu'il faut aussi qu'on puisse bénéficier de le voir, ce lieu qu'on... Donc ça, c'est la retranscription par l'urbaniste avec le règlement écrit, qui a été donc repris dans le PLUI. Et voilà ce que va donner le PLUI, avec donc le cheminement piéton, la zone en cœur protégée et les différentes maisons qui s'insèrent dans le bâti existant. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à lever la main, que je vous passe le micro. Prenez le micro. Merci. L'OAP les deux OAP que vous venez de montrer, on peut à ce jour donc les trouver sur le site. C'est ce que vous me disiez. Absolument. D'accord. Et autrement aussi, au niveau donc de la densification, moi je suis dans un quartier historique en fait, et les rues ne sont absolument pas prévues pour une circulation dense. Aujourd'hui, on est vraiment très embêté au niveau des stationnements et là, je ne vois pas comment une densification importante, on va se trouver bloqué pour monter par la rue Wilson, ou alors Catifera sera aussi bloqué. Enfin, On en a tenu compte, notamment dans nos OAP et dans le travail que l'on a fait. Si on a Alors d'abord, il y a deux raisons pour lesquelles on est passé de 169 OAP à 24. La première, c'est tout de même du droit privé. La deuxième, c'est que si les gens veulent vendre une partie de leur jardin, ça se fait déjà. Ils n'ont pas besoin de nous pour vendre. Et la troisième, c'est qu'on voulait faire effectivement un travail de qualité. Mais on est d'accord, souvent, un de nos arguments maîtres, c'était qu'il n'y avait tout simplement pas la voirie pour permettre une densification dans cette zone-là. Mais quelquefois, ça ne suffit pas. Oui, il y a un véritable engorgement en fait, des voies. Mais de toute façon, même avec cette idée-là, vous n'empêcherez jamais les gens de vendre leur terrain s'ils veulent vendre pour pouvoir... Voilà. Et Après, la densification se fera donc. Sur tout projet de construction, de toute façon, il y a l'obligation de prévoir le stationnement et les accès. Alors, les accès, non, pas quand c'est une simple maison qui se construit. En divisant un terrain en deux, il n'y a pas d'accès. Par contre, ce qu'on propose, après avoir fait ce travail d'OAP, c'est que on ose proposer maintenant aux gens qui viennent nous voir de créer leur poche de parking à l'entrée. C'est-à-dire, au lieu de faire de la voirie dans leur jardin, d'amener absolument leur maison la voiture au pied de la maison, on leur dit, mais et si vous osiez faire une poche de parking à l'entrée et de faire que chacun rentrerait, puisque vous divisez votre jardin en deux, et bien chacun après rentrerait, le stationnement serait mutualisé, et donc il y aurait moins de voirie, et après il n'y a plus que des cheminements doux pour arriver chez vous. Voilà. Donc c'est vrai qu'on s'appuie sur le travail qui a été fait, parce que c'est vraiment très intéressant. Bien.
Il n'y a plus de questions. Je pense que de toute façon, il y a un temps de réflexion nécessaire pour s'approprier un peu toute cette masse d'informations. On souhaitait donc organiser ces réunions suffisamment en amont, je l'ai dit, pour que au mois de septembre, quand vous serez appelés à faire vos remarques, vous ayez déjà vous étiez imprégné de ces documents que vous pouvez évidemment consulter sur le site internet de l'agglomération, et vous pourrez aussi avoir accès aux cartes telles qu'elles vous sont présentées aujourd'hui, sachant que ce ne sont encore que des documents de travail. Donc voilà. Eh bien, je vous propose de clôturer cette réunion. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt sur d'autres sujets ou sur ce sujet du PLU qui est loin d'être clos.